Tous les échecs de ce pays sont mis sur le compte de la France, de la colonisation, et qui... écoutez, moi c'est très simple, je vois que avec la Colombie, Donald Trump réussit en 2 heures ce que Bruno Retailleau n'a pas réussi à faire avec l'Algérie. Est-ce que les Et c'est la même gouvernements chose. français n'ont pas Les réussi relations à entre faire les avec États-Unis l'Algérie? et la Colombie, c'est la même chose que les relations entre la France et l'Algérie? En tout cas, les moyens de pression dont nous disposons sont très importants. Lesquels? Écoutez, je pense que les Algériens pourraient nous être reconnaissants. Nous avons trouvé un pays qui était un cloaque. Être reconnaissant? Oui, reconnaissant. Et en Algérie, je peux vous dire, parce que moi, mes ancêtres y vivaient depuis 1000 ans, que ce pays était un pays, c'était un cloaque, que la colonisation turque n'avait absolument rien fait, qu'il y avait le choléra, le typhus, que les terres n'étaient pas cultivées, que c'était une catastrophe. C'est la France qui a soigné tout ça. C'est la France qui a éradiqué les épidémies. C'est la France qui a construit des routes. C'est la France qui a construit des villes. Vous allez à Alger, vous allez à Constantine, regardez les immeubles. Vous verrez. Pas seulement. Il y a par exemple des Marocains qui sont très forts en maths. Il y a des Marocains qui sont à Polytechnique. Ceux-là, je les respecte et je serai heureux de les accueillir. Et donc on passe à combien, à peu près combien d'étudiants on accepte 1000. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir Benjamin Diamé. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir, ancien candidat à l'élection présidentielle, président du parti Reconquête. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce soir, bien sûr la situation politique. Est-ce que ce budget vous convient, vous qui aviez appelé à ne pas censurer Michel Barnier? On parlera également des chiffres de l'immigration, du droit du sol, de celui qui semble être votre modèle, Donald Trump. Mais je voudrais commencer par cette information qui est tombée il y a quelques instants, le tribunal administratif de Melun qui a donc annulé l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français qui touchait l'influenceur Doualem. Est-ce que vous considérez ce soir que cette décision de justice, la conséquence qui est que Doualem est libre, c'est un échec, c'est une défaite pour Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur? C'est évidemment un échec pour Bruno Retailleau, mais c'est un échec pour la France, parce que nous allons voir, puisque vous m'avez dit qu'on allait parler maintenant de l'Algérie, c'est la France qui est ridicule. Et cette décision de justice sert les intérêts d'un pays qui nous déteste et qui s'appelle l'Algérie. Il faut voir ça aussi. C'est pour ça que je vous parlais d'équilibre. Donc, allons sur le sujet de l'Algérie, qui est le sujet essentiel en vérité. Nous avons ce pays qui est en principe indépendant depuis 60 ans et qui, en fait, se repaît de sa détestation pour la France. Tous les échecs de ce pays sont mis sur le compte de la France, de la colonisation, et qui... je pense qu'il y a un rapport très pervers entre la France et l'Algérie. Vous savez, il y a quelques mois, M. Tebboune a le président algérien, a donné une interview à un journal français et dans lequel il a déclaré, soi-disant sous forme de boutade, que la France devrait donner aux Algériens des visas de 132 ans. C'est-à-dire que c'est exactement la durée de la colonisation française en Algérie de 1830 à 1962. Qu'est-ce que ça signifie, cette fausse boutade? Ça signifie que les Algériens considèrent légitime de coloniser la France à leur tour. Et ça explique beaucoup de choses, ça explique beaucoup de comportements, ça explique cette haine de la France qu'on retrouve chez beaucoup d'Algériens qui vivent ici, qu'ils aient la nationalité française ou pas. Et ça explique le comportement du gouvernement algérien et l'échec absolu d'Emmanuel Macron dans sa stratégie vaine de réconciliation avec l'Algérie. Mais Éric Zemmour, là encore, et je rappelle cette expression qu'avait notamment utilisée le président de la République à l'égard de la façon dont le régime algérien utilisait la mémoire, il avait parlé de rente mémorielle. Mais si, encore une fois, puisque c'est un responsable politique... C'est bien au-delà de ça, en vérité. C'est un responsable politique que j'ai en face de moi ce soir. Dans le cadre des relations entre Paris et Alger, vous avez un ministre de l'Intérieur qui utilise d'ailleurs à peu de choses près les mots que vous utilisez, puisqu'il dit l'Algérie a voulu humilier la France. Et qui prend cette décision avec un ton martial et qui décide de renvoyer un influenceur, dans le cas d'espèce celui dont on parle, Doualem, qui est forcé de revenir puisque l'Algérie n'accepte pas. Pourquoi est-ce que vous réussiriez là où Bruno Retailleau échoue? Bruno Retailleau n'est pas un laxiste, n'est pas quelqu'un qui est dans cette vision-là victimaire vis-à-vis de l'Algérie. Écoutez, moi c'est très simple, je vois que avec la Colombie, Donald Trump réussit en 2 heures ce que Bruno Retailleau n'a pas réussi à faire avec l'Algérie. Et c'est la même chose. Les gouvernements français n'ont pas réussi. Les relations entre les États-Unis et la Colombie, c'est la même chose que les relations entre la France et l'Algérie. En tout cas, les moyens de pression dont nous disposons sont très importants. Lesquels? Écoutez, c'est très simple. D'abord, vous savez, c'est bien au-delà de cette expulsion. C'est le fait que l'Algérie ne nous reprenne quasiment pas d'Algériens que nous expulsons, clandestins. Ils ne les reprennent pas. C'est bien au-delà de ce Doualem. Écoutez, commençons par le commencement. Nous pouvons bloquer tous les visas
que demandent les Algériens pour venir en France. Et Dieu sait s'il y en a. C'est un acte de souveraineté, la France peut tout bloquer. Deuxièmement, nous pouvons, évidemment, nous devons rompre et supprimer l'accord de 1968 qui favorise l'immigration algérienne par rapport aux autres. Vous savez qu'un certain nombre de spécialistes considèrent que cet accord a d'ores et déjà été vidé de sa substance et que jouer sur l'accord de 68 ne changerait pas grand-chose. C'est faux. Il n'a pas été vidé de sa substance. La preuve, c'est que les Algériens ont des privilèges en matière, par exemple, de regroupement familial. Nous pouvons aussi supprimer un accord de 2007, qui est moins connu, qu'a évoqué M. Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, qui permet à tous les Algériens qui ont des visas diplomatiques de se rendre facilement en France. Et vous savez, en Algérie, comme dans beaucoup d'États africains, on distribue assez généreusement les visas diplomatiques. Mais nous pouvons continuer. Nous pouvons, par exemple, bloquer les demandes d'Algériens qui viennent se faire soigner en France. Et il y en a beaucoup. Et ils laissent une ardoise colossale. Je vais parler de l'ardoise qu'ils laissent en général. Vous savez, hier, nous avons réuni, dans le cadre du groupe européen, l'ENS, un colloque sur l'Algérie et sur les rapports entre la France. Et Sarah Knafo, la députée européenne en conquête, a listé tout ce que nous coûte l'Algérie. Mais Éric Zemmour, est-ce que vous avez lu, parce que vous parlez d'une interview du président algérien, non mais juste pour faire une incise, puisque c'est un dialogue, moi j'ai lu, et sans doute comme vous, l'interview du président algérien dans les colonnes de l'opinion, qui répondait à toutes ces possibilités, et qui disait au fond, sur les transferts d'argent, il y en a pas énormément, sur les rapports économiques qu'il y a entre la France et l'Algérie, l'Algérie est un pays qui fait du commerce avec d'autres pays, donc est-ce que vraiment, toutes ces mesures-là, ceux qui sont au pouvoir, pourquoi n'utiliseraient-ils pas cet arsenal-là et ce dont vous parlez? Mais parce que ils sont dans une vision culpabilisée, je ne dis pas culpabilisatrice, puisque c'est nous qui sommes culpabilisés, de l'Algérie. Et donc moi pas. Donc je continue. Parce que M. Tebboune peut très bien, mais c'est très bien d'ailleurs, M. Tebboune, j'ai vu, a dit que les Algériens ne se feraient plus soigner en France. C'est très bien parce qu'il ferait bien de payer la note qu'il a laissée. Parce que je vous disais qu'hier, Sarah Knafo a fait l'étude de tout ce que nous coûte l'Algérie. C'est un total de 9 milliards par an. Et pour les notes que les Algériens et les hauts dignitaires algériens ne payent pas dans les hôpitaux de France, on en a simplement pour l'année 2023 45 millions en Île-de-France, uniquement dans les hôpitaux d'Île-de-France, vous voyez. Et je ne vous parle pas de la fraude sociale, je ne vous parle pas ce que nous coûtent les prisonniers algériens. C'est rupture absolue de tout rapport diplomatique avec l'Algérie. Oui, rupture avec l'Algérie, s'ils continuent à ne pas nous prendre leurs clandestins et à même nous envoyer. Et je peux continuer. Il y a aussi les étudiants algériens qui viennent en France et que nous finançons, à qui nous payons des bourses pour venir étudier en France. Et je pourrais, alors là, si vraiment il y a un véritable affrontement, eh ben, l'arme nucléaire est simple. C'est la saisie des biens des dignitaires algériens en France. Comme nous avons fait aux oligarques russes. Je voudrais qu'on... Vous voyez qu'il y a des moyens. Oui, mais dans un instant, vous rétorquez un élément sur les rapports et le rapport de force avec l'Algérie. Je voudrais juste vous montrer cette image en exclusivité, celle de l'influenceur Doualem qui a donc quitté le centre de rétention administrative où il était en rétention suite à cette décision du tribunal administratif de Melun qui a donc annulé l'obligation de quitter le territoire. On le voit juste ici, savez, en train de sortir. Vous savez, je vous parlais du colloque hier dans le cadre de l'Europe des Nations. Et on avait invité l'influenceur qui a justement dénoncé M. Boualem, un Algérien, qui nous a expliqué avec une grande franchise et une grande honnêteté comment l'Algérie, depuis 50 ans, éduquer sa jeunesse à haïr la France. Il nous l'a dit lui-même. Il nous a dit, même moi, quand je suis arrivé en France, j'estimais que c'était tout à fait normal que la France me devait de l'argent. Avec Éric Zemmour, une histoire coloniale qui existe. Mais c'est pour ça quand vous utilisiez l'exemple du rapport entre les États-Unis et la Colombie, que je sache, les États-Unis n'ont pas colonisé la Colombie. Et alors, vous savez, pour les pays d'Amérique du Sud, les États-Unis sont pires qu'un colonisateur, c'est un autre sujet. Et alors, je peux vous dire que nous avons aussi colonisé le Vietnam, et je ne vois pas des Asiatiques issus de l'immigration vietnamienne qui haïssent la France de cette façon. Pardonnez-moi, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, nous avons aussi colonisé ces gens. Et il y a eu des guerres, et il y a eu des affrontements, et il y a eu des massacres. Donc, en Algérie, vous savez... je pense que les Algériens pourraient nous être reconnaissants. Nous avons trouvé un pays qui était un cloaque
Être reconnaissant? Oui, reconnaissant. C'est quoi? C'est le couplet de la colonisation positive pour mais mon cher Benjamin Duhamel, ne prenez pas avec ironie, je sais que dans votre génération, on vous apprend que ce qu'il y a de mal pour la France, mais moi je vais vous dire quelque chose. On peut écouter Benjamin Stora, des historiens, et s'interroger sur Benjamin Stora est l'historien du FLN, donc c'est pas la même chose. D'accord. Moi, vous défendez ce soir l'apport positif de la colonisation, c'est ça? Mais absolument, mon cher Benjamin Duhamel. Et en Algérie, je peux vous dire, parce que moi, mes ancêtres, ils vivaient depuis 1000 ans, que ce pays était un pays, c'était un cloaque, que la colonisation turc n'avait absolument rien fait, qu'il y avait le choléra, le typhus, que les terres n'étaient pas cultivées, que c'était une catastrophe. C'est la France qui a soigné tout ça. C'est la France qui a éradiqué les épidémies. C'est la France qui a construit des routes. C'est la France qui a construit des villes. Vous allez à Alger, vous allez à Constantine, regardez les immeubles. Vous verrez. Et donc, ça justifie aujourd'hui de considérer que, au fond, cette histoire coloniale, elle n'existe pas. Ah, je n'ai jamais dit qu'elle n'existait pas. Mais qu'en tout cas, il n'y a pas. En tout cas, que nous avons dans la façon de tenter de raccommoder les liens avec l'Algérie, il n'y a pas de fait des choses que la France a à se faire pardonner. Absolument, nous n'avons rien à nous faire pardonner. Rien du tout. Rien du tout. La torture au moment de la guerre d'Algérie. Mais mon cher, vous oubliez que ces gens-là faisaient sauter des bombes dans les cinémas et tuer les femmes et les enfants. Et donc, il fallait bien trouver des moyens d'arrêter. D'ailleurs, nous avons arrêté. Et la France a gagné cette guerre d'Algérie. Jamais l'armée algérienne n'est rentrée sur le territoire algérien et le terrorisme a cessé. Donc, c'est uniquement une décision politique du général de Gaulle que d'avoir décidé de donner l'indépendance de l'Algérie parce que, justement, il ne voulait pas que son village devint Colombey, les deux mosquées, je vous le rappelle. Et toute l'erreur de nos élites, après, c'est d'avoir laissé venir des millions d'Algériens qui, justement, nous haïssaient à cause de cette colonisation française et qui, en France, éduquent leurs enfants dans la haine de la France. Il y a quand même un paradoxe, Éric Zemmour, dans tout ça, c'est que je suis allé regarder depuis 2020 l'évolution des ressortissants algériens acceptés par le régime d'Alger. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est au moment où Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à l'époque, avait décidé de tordre le bras d'Alger, notamment sur la question de la délivrance de visa, que la courbe des ressortissants algériens acceptés s'effondrait. Et c'est au moment de la reprise des discussions diplomatiques, notamment entre le président de la République et le président algérien, que la courbe remontait. Donc vous pouvez dire bras de fer avec l'Algérie, mais si ça aboutit à ce que tout simplement l'Algérie ferme ses frontières et qu'on ne puisse pas renvoyer le moindre ressortissant, je suis pas sûr que ce soit exactement le projet politique qu'il vaut. Vous voulez dire que la courbe remontait de 0 à 20 ? Non, alors qu'il y avait des dizaines de milliers de clandestins algériens qu'on voulait renvoyer et qu'on pourrait renvoyer aussi les milliers de prisonniers algériens qui croupissent dans nos prisons et qui nous coûtent de l'argent. Il y a beaucoup de choses à faire avec l'Algérie, je peux vous dire. Éric Zemmour, je voudrais qu'on parle des chiffres de l'immigration, ceux de l'année 2024, parus avant-hier. Les titres de séjour accordés sont en hausse, plus 1,8%, mais il y a plus d'expulsions et moins de régularisation que l'année dernière. Plus d'expulsions par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'on est passé de 7% des OQTF à 8%? Non. Là, c'est deux choses. On parle des obligations de quitter le territoire français qui sont exécutées et on parle du nombre d'expulsions, plus 26,7%. Non mais, bien sûr que dans ce débat, Éric Zemmour, chacun retient les chiffres qu'il souhaite. Benjamin Duhamel, quand vous avez... Non mais est-ce qu'à minima, vous avez fait du calcul quand même. Oui, ça quand vous avez fait 26% de 3 et 26% de 1 million, c'est pas le même nombre. Bon bah voilà, c'est tout ma réponse. Donc à aucun moment vous ne dites, vous qui ne cessez d'expliquer que les pouvoirs publics sont dans laxisme fou, qu'il n'y a aucune volonté de réguler l'immigration. Là, moi, je regarde les chiffres et je vois plus d'expulsions et moins de régularisation. Regardez les chiffres. Regardez ce que vous a écrit le ministère de l'Intérieur. Moi, je vais vous donner les chiffres. Vous avez une immigration qui est à 320 000 entrées légales, 330 000 aujourd'hui, entrées légales, plus les 180 000 de droits d'asile qui ne sont jamais expulsés, qu'ils soient acceptés ou refusés. Ça vous fait 500 000 par an. Vous savez d'ailleurs c'est 360 000 de séjours, mais vous savez combien d'étudiants sur ces 360 000? Absolument, 100 000. Un peu plus de 100 000, 109 000. Ces étudiants-là, ils n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Ces étudiants-là, pour la plupart, ne servent pas à la France. Pour la plupart. Je veux bien qu'on prenne quelques dizaines d'étudiants vraiment haut de gamme qui apportent à la France. Le reste, franchement, ils ne payent pas les droits qu'ils coûtent
parce que la France, les universités françaises refusent de faire payer plus cher alors que la loi les y autorise. Donc on arrête les étudiants. On arrête, sauf des profils vraiment haut de gamme. Ça ne sert à rien et pour la plupart, ils restent en France. À quoi vous voyez les profils haut de gamme? Des profils haut de gamme, des gens qui ont des diplômes supérieurs et qui peuvent vraiment apporter à la recherche française, etc. Ouais. Sinon, ça ne sert à rien. Pour dire les choses, quand vous dites les profils haut de gamme, c'est selon le pays d'où ils viennent. Pas seulement. Il y a par exemple des Marocains qui sont très forts en maths. Il y a des Marocains qui sont à Polytechnique. Ceux-là, je les respecte et je serais heureux de les accueillir. Et donc on passe à combien, à peu près combien d'étudiants d'acceptent 1000. 1000. Ça ne sert plus à rien. Donc on passe de 110 000 Absolument. À 1000. Absolument. D'accord. Il y a aussi le regroupement familial. À peu près 90 000, 100 000, vous avez le chiffre exact. Moi, je vous le dis de tête. Parce que ça dure depuis des années. Ça aussi, on arrête. On arrête. Voilà. Vous voyez, déjà là, ça fait des grosses masses. C'est ça, les vrais enjeux. C'est ça quand vous parlez de nombre. Après, vous avez aussi le droit humanitaire, etc., etc. Et vous avez le droit d'asile. Moi, je pense qu'il faut le droit d'asile. Et vous savez, le droit d'asile, est-ce que c'est le droit d'asile au départ? C'est Victor Hugo qui va à Guernesey. Oui, j'avais eu l'occasion de vous interroger pendant l'élection présidentielle. Vous disiez, c'est Victor Hugo et Solzhenitsyn. Oui. Donc, ça veut dire que les femmes afghanes qui sont persécutées par le régime des talibans, elles restent en Afghanistan. Donc, où elles n'ont le droit de rien faire, où elles sont persécutées, restent chez elles, pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit de travailler. Et alors attendez, vous savez combien avec ce bloc-là, si elles souhaitent quitter l'Afghanistan pour éviter la persécution, ce n'est pas la vocation de la France de les accueillir. Non. Vous voulez accueillir toutes les femmes afghanes, parce que toutes les femmes afghanes vivent comme vous le dites. Donc ça vous fait 10 millions de personnes, 20 millions de personnes. Vous allez les accueillir dans votre salon? Non mais c'est assez étonnant. Non mais moi aussi, je veux vous montrer les limites de votre pseudo-humanisme. Mais c'est pas du pseudo-humanisme, Éric Zemmour, puisque vous citez. Ça finit par un Afghan qui va tuer un gamin demain. Je parlais des femmes afghanes, Éric Zemmour. Je parlais des femmes afghanes. Les femmes afghanes, elles ont des enfants. Et je m'interroge sur d'abord le fait que vous ne cessez de vanter la spécificité française, le message que la France a apporté au monde. Que vous parlez il y a un instant du droit d'asile en disant le droit d'asile c'est notamment Victor Hugo. La France de Victor Hugo, elle accueille pas les femmes afghanes en France? Non, la France de Victor Hugo, elle n'accueille pas les femmes afghanes. Ah bon? Parce que le droit d'asile à l'époque de la France de Victor Hugo, c'est uniquement pour des gens qui sont comme Victor Hugo, c'est-à-dire des réfugiés politiques et des grands intellectuels. Aujourd'hui, on a ajouté des conditions de droit d'asile, on a ajouté pour les femmes persécutées, pour les homosexuels. Vous savez, les homosexuels dans tous les pays musulmans, ils sont persécutés, et dans tous les pays africains. Donc vous allez tous les accueillir? Vous voyez bien que c'est délirant. Vous voyez bien qu'on est sorti de la raison. Donc il faut arrêter. Et les chrétiens d'Orient persécutés, ça, on accepte? Les chrétiens d'Orient, vous savez, ils sont pas en si grand nombre. Ah, donc ça va. Mais ce sont des chrétiens, mais moi j'en fais la différence. Ouais. Je fais la différence parce que nous sommes un pays. Donc les femmes afghanes c'est non, mais les chrétiens d'Orient c'est oui. Les chrétiens d'Orient ne sont pas des millions et des millions comme les femmes afghanes. Un. Et deuxièmement, les chrétiens d'Orient, comme leur nom l'indique, ne sont pas musulmans. Je fais la différence entre les musulmans et les chrétiens parce que je pense qu'il y a une différence civilisationnelle et que nous sommes un pays de culture chrétienne et que les musulmans, sauf exception, évidemment, par exemple, les Kabyles qui se détachent d'un islam rigoriste et qui veulent s'assimiler à la culture française, à part cela, ne veulent pas s'assimiler à la culture française et ça donne l'islamisation du pays, c'est-à-dire que c'est des villes qui ne sont plus françaises, qui sont islamisées. Mais vous m'avez déjà entendu dire ça. Quelle ville est islamisée؟ إلى هنا إخواني نكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى يكون المقطع قنال الإعجاب ديالكم. متنساوش تدعمونا بزر الإعجاب، هذاك يخلي الفيديو يوصل لجميع المغاربة حول العالم. كذلك ما نساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد القناة أول بأول، وما نساوش تخلوا الآراء ديالكم والاستفسارات ديالكم واقتراحات ديالكم أسفل الفيديو في خانة التعليقات حول ما قاله إريك زمور عن النظام الجزائري وكيف أن النظام الفرنسي حين استعمر الجزائر لم تكن موجودة نهائيا وكانت عبارة عن مستنقعات وقرى متناثرة، وأنه لم تكن هناك أمة جزائرية بالمفهوم الحالي، بل كانت مجموعة من القرى المتناثرة ولم تكن هناك أي دولة. كذلك خلونا الآراء ديكم حول ما قاله حول المغاربة المتفوقين الذين يتم الترحيب بهم في فرنسا بالمقابل النظام الجزائري الذي يرسل الجزائريين إلى فرنسا ويملأ فيهم الحقد تجاه هذا البلد الذي يقوم بتعليمهم وتربيتهم وإنشائهم.
كذلك يا إخواني ما تنساوش مشاركة الفيديو مع جميع الأصدقاء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ونلتقي إن شاء الله فيديو قادم وموضوع جديد. إلى اللقاء ودمت في رعاية الله وحفظه.